largesse, ça vous fait quel effet d'être un peu comme ça dans une salle d'interrogatoire? Ah, ça me fait peur. Comme vous voyez, avec mon sourire, je suis terrorisé. Vous êtes chez nous aujourd'hui, enfin nous sommes chez vous, dans le cadre de ce lancement qui a eu lieu il y a quelques mois, John Berwick, le premier volet des aventures d'un enquêteur, d'un détective privé, et qui vit une aventure extraordinaire dans notre île. Et c'est pour ça qu'on voulait vous rencontrer, pour que vous nous parliez de ce personnage. Alors, il est né quand, en fait, ce personnage? Alors, John Berwick, qui est un détective Putidimoun, est né dans ma tête depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je pense à ça et j'ai toujours été un passionné d'aventure et de James Bond et de Tintin et des trucs avec toujours des mystères, etc. Et depuis toujours, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si ça se passait ici, sur notre île, et Dieu seul sait qu'on a des histoires à pouvoir raconter. Et John Berwick a pris un peu de temps avant de prendre forme, parce que je ne savais pas exactement qui il allait être. Et en fait, l'idée de détective Putidimoun est venue d'une base mine où je vais de temps en temps qui s'appelle Mine Putidimoun. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est un joli slogan pour pour le détective. Et en fait, John Berwick, j'ai voulu qu'il se soit un détective qui n'a pas des cas très sérieux. C'est-à-dire, ce sont des cas que la police ne veut pas s'occuper parce que c'est trop banal. Et là, dans ce premier volet, c'est la disparition de cabris. Une dame qui a perdu ses cabris, on se rend compte que plusieurs personnes dans la région de Gokula ont perdu les cabris. Et à partir de là, John Berwick fait son enquête et ça s'avère être un drame national, quelque chose de terrible qui va se passer. Pourquoi les cabris ont disparu? Alors en prenant comme ça un personnage qui ne, on va dire, l'habit ne fait pas le moine dans son cas, vous mettez le doigt sur une île Maurice que nous côtoyons nous tous et que nous traversons parfois sans s'en rendre compte. Parce que voilà, Gokula, c'est le genre de village qu'on traverse, on ne sait même pas qu'on l'a traversé. Pourquoi Gokula? Alors Gokula, quand j'étais petit, parce que même avec ma carrure, j'ai été petit à un moment donné, euh, j'allais beaucoup à Roche-Noire. J'aimais beaucoup Roche-Noire. Et pour aller à Roche-Noire, on passait toujours par Piton et puis par Gokula. Et ce nom-là est resté dans ma tête. Et il faut savoir que John Berwick ne connaît rien dans la géographie de son pays. Donc c'est quelqu'un qui a énormément de difficultés à savoir où sont les villages. Même, je crois, même les villes, peut-être il n'est pas très sûr où les placer sur la carte. Donc je voulais avoir un nom qu'il était sûr de ne pas connaître. Et Gokula, c'est un peu quelque chose de mon enfance, finalement. Et comme vous dites, c'est un endroit où on a l'habitude de passer, peut-être pas s'arrêter. Et moi, avant d'écrire le livre, je suis allé faire une virée dans tous ces coins-là, dans tous les coins où John Berwick allait passer pour pouvoir un peu voir qu'est-ce qu'il allait faire. Vous êtes un fan de James Bond, de Tintin, vous le disiez, et vous vouliez qu'il se passe des aventures un peu dans ce style-là chez nous. Quand vous étiez enfant, à part 007 et Tintin, vous lisiez les Clubs des Cinq, Clan des Oui, Sept, les Six Clan. Compagnons. Ah oui, 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 oui. Club des Cinq et Clan des Sept, oui, je lisais souvent, oui, c'était quelque chose les premières bibliothèques vertes, en fait, oui, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Au départ, mes parents m'obligeaient à lire, parce que, bon, j'étais pas tellement porté sur la lecture, mais j'ai pris goût à ça, surtout avec des livres qui allons dire, donnent une certaine ouverture à la lecture. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer, pour moi en tout cas, je ne pouvais pas commencer par lire des grands auteurs philosophiques. Donc, c'était bien de commencer par ça et puis bouger vers quelque chose de plus Est-ce que sérieux. vous êtes comme ceux qui, enfants ou jeunes adolescents, quand vous lisiez ces aventures,
disiez que voilà, j'aurais aimé être dedans, j'aurais aimé être un de ces personnages, vivre ces aventures, un peu comme la série des Michel, où aussi ils sont un peu détectives. Oui, oui. C'est surtout avec la bande dessinée Ricochet. Ricochet, qui est aussi un détective. J'ai toujours, oui, voulu être dedans, en tout cas faire partie, peut-être de ne pas être le personnage principal, mais en tout cas m'identifier à ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr. La première aventure de John Berwick, parce que c'est une première aventure, Ah, vous le j'espère qu'il y en spécifiez aura sur d'autres. sur Oui. la couverture, il y a un numéro un. Donc quelque part, vous avez dans votre tête, comme les Tintins par exemple, on revient à ça, mais l'idée d'une série. Mhm. Donc vous le voyez évoluer, là il a pris un peu de galon puisqu'il a résolu son affaire de Cabri. Oui, non, il n'évolue pas. Et John Berwick, en fait, il est reconnu. euh, il n'est pas reconnu par personne, John Berwick. Et c'est ça qui est joli avec ce personnage-là, c'est que il va réussir une affaire, mais il n'aura comment je vais dire, les remerciements de personne. Ce sera quelque chose qu'il aura fait. C'est entre lui et sa maman, parce qu'il habite chez sa maman. C'est uniquement sa maman qui lui dit bravo dans toute cette affaire de Cabri. Et je crois que John Berwick, quelque part, il est un de ces genres de détectives qui va rester plutôt dans l'ombre et certainement pas dans le limelight ou dans le journal. Et je voudrais qu'il reste comme ça. Parce que ça donne à ce moment-là beaucoup de possibilités au personnage s'il fait des choses, allons dire, en second plan. C'était, je dirais, important euh, pour moi que John Berwick soit quelqu'un de, je dirais, normal, une personne de tous les jours. Il n'a pas, il n'a rien de formidable, John Berwick, que ce soit physiquement, c'est pas James Bond, il ne ressemble pas à James Bond. Il a simplement une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il a des amis qui sont, qui sont soudés autour de lui. Et ça, c'est un peu emprunté à Tintin, parce que Tintin seul n'est pas grand-chose sans le Milou. capitaine Haddock, sans Milou, sans Tournesol. Et quelque part, on voit, c'est toujours dans ces genres de livres-là, c'est les personnages autour qui sont plus intéressants que le héros. Et cette idée-là me plaisait beaucoup dans John Berwick parce qu'il a quelques amis qui sont assez folkloriques dans l'histoire. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est un peu une sorte de loser en fait. C'est un peu Columbo, quoi. Il n'a pas l'air comme ça, mais il réussit son Voilà, pari, il quoi. réussit son pari. Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement un loser, mais je crois il n'a pas dans l'esprit ou dans la tête de devenir quelqu'un de fameux. Simplement, il réussit cette affaire, et ça aussi grâce à ses amis en grande partie, parce que seul, je ne suis pas certain qu'il aurait élucidé le mystère. Alors, nous sommes dans l'atelier, c'est là où vous créez, c'est là où votre imagination vagabonde, on va dire, où vous avez codifié ce style créé par vous, les affaires. Les affaires. Et vous avez vous-même euh, peint la couverture de ce premier Oui. John Berwick. Alors c'était important, j'imagine, pour l'artiste multidisciplinaire que vous êtes, d'ajouter cette palette, on va dire, à ce que vous offrez au lecteur. Oui, c'était intéressant et puis c'était pratique, étant donné que je fais tout moi-même. Donc ça avait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et puis, je suis un fanatique des affaires. J'aime ce style-là. C'est un style très naïf que je peins depuis quelques années déjà. Et moi, j'ai énormément de plaisir à peindre ça. Beaucoup plus que les tableaux, allons dire, du genre classique que je peignais auparavant. Alors, naturellement, il y avait toujours des personnes qui vous disent, ben, bon, je préfère quand tu peignais de façon classique. Ben, moi, je prends moins de plaisir, en tout cas, à peindre le classique que les affaires. Les affaires me surprennent, m'amusent. Donc, c'était absolument normal qu'un affaire soit à la couverture de John Berwick. L'idée n'est pas passée, ça n'a pas été retenu, je ne sais pas, de visuellement de le créer, ce John Berwick, et d'en faire une sorte de BD, quoi, qu'on voit à quoi il ressemble. C'est une possibilité, c'est dans ma tête,
peut-être de faire une BD. La seule difficulté avec une BD, c'est que c'est quelque chose qui coûte assez cher à la fabrication. John Berwick, étant donné que je suis graphiste de profession, le livre, je le fais seul. Je fais la mise en page, j'envoie à l'imprimerie. Donc c'est quelque chose, surtout quand on fait un livre à compte d'auteur, le prix du livre reste quelque chose d'important. Mais John Berwick se prête tout à fait à une bande dessinée parce qu'il a été écrit comme une bande dessinée ou comme un film. Il est très visuel. Donc moi premièrement, avant d'écrire, je vois les images. Et il m'arrive de rire des images que je vois avant de mettre sur papier parce que j'avais peut-être pas pensé à ça. L'inspiration est arrivée comme ça. Donc, film ou bande dessinée, ça serait deux choses qui s'adapteraient très bien pour John Berwick. On va revenir sur le style. On parlait des lieux que visite John Berwick. On parlait de ce T.J. Moon, de ce côté très terre-à-terre, très roots, très l'île Maurice profonde, mais c'est une île Maurice dans laquelle nous vivons allègrement, on va dire. Et dans cette aventure, les personnages parlent en créole, vous les traduisez. C'est voulu, c'est pensé, puisque après vous spécifiez, vous aidez le lecteur qui ne serait pas familier. Donc votre intention, Pascal Lagesse, c'est d'amener cet échange, ce partage entre les langues, c'est d'immiscer plus le lecteur dans le petit monde mauricien? Oui, ça fait partie des choses que je voulais. Allons dire qu'au départ, quand j'étais en train d'écrire le livre, je me rendais compte qu'il y a certains dialogues qui ne pouvaient pas être en français. Des dialogues qui se passent avec des personnages qui, généralement, auraient parlé le créole, mais pas le français. Ça, il y avait des expressions qui ne marchaient pas en français, comme chombo. Je ne peux pas traduire chombo en français. Donc, il y a des expressions créoles qui sont absolument magnifiques et qui sont uniques. Donc, je voulais garder le créole, mais en même temps, je ne voulais pas pénaliser un lecteur qui ne comprenne pas le créole. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un livre sous-titré, c'est-à-dire qu'après chaque dialogue en créole, il y a la traduction en français, avec une traduction, quand Chombo est là, on essaie de trouver une traduction qui se rapporte un peu plus. Mais allons dire, ce qui est intéressant avec les personnes qui, pour l'instant, ont lu le livre, c'est que j'ai demandé, est-ce que vous avez lu le français ou le créole? Et beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai lu les deux. J'ai lu un peu en créole, quand je ne comprenais pas, j'allais voir le français, ça m'aidait à comprendre le créole, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a fait beaucoup plaisir, que les deux langues soient complémentaires et un aide à la compréhension de l'autre. Et pour le créole, allons dire, j'ai eu l'aide de deux personnes qui ont été importantes dedans. C'est Gérard Rani, qui m'a donné un coup de main, parce que là, c'est écrit avec le créole, allons dire, qui est enseigné dans les écoles. Donc, je ne voulais pas partir avec un créole autre que ce créole-là. Et Robert Furlong aussi m'a donné un grand coup de main pour faire un créole avec la graphie, l'harmonie, plutôt que de partir avec un créole avec des accents, parce que je crois qu'aujourd'hui, maintenant que le créole, on a décidé d'une graphie, il faut la respecter. On ne peut plus écrire n'importe comment. J'aime bien un livre sous-titré, et où l'anglais aussi se glisse, parce j'ai noté par exemple overall. Oui. Par exemple. Donc, quand Robert Furlong, qui est la personne qui m'a aidé pour les corrections en français, et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, je ne veux pas que le livre soit en français. Je veux qu'il soit en français mauricien. C'est-à-dire que overall va rester wiper. Quand on s'agit d'essuie-glace, va rester wiper. Je voulais garder un français vraiment comme je parle tous les jours, plutôt que d'aller chercher un français de l'Académie française. Pour finir, Pascal Lagesse, vous nous en parlez plus tôt. Ce livre, vous avez fait pas mal de choses, la couverture, la mise en page. Vous l'assumez jusqu'au bout, il est sans complexe, il est comme vous au fond. Et vous l'écrivez pour vous faire plaisir. Principalement. Vous l'éditez à compte d'auteur.
Oui. Ça, c'est important de le souligner encore. Vous ne l'éditez pas pour en faire une franchise, pour gagner des marchés à l'international. Non, C'est non. vraiment parce que, voilà, vous vouliez que ce personnage existe. Oui, vous savez, le livre ne gagnera jamais le prix Goncourt. Il y a pas de chemin. Sait-on jamais. Non, non, à moins que tout le monde, et je sais pas moi, manger des champignons hallucinogènes, mais il n'y a pas de chemin que ce livre-là. C'est pas un livre qui est fait pour être quelque chose d'extrêmement intellectuel. Et je le voulais comme ça. Je voudrais que ce soit un livre simple, comme les choses que je lis, parce que j'aime lire les choses qui sont simples, j'aime pas les mots compliqués, j'aime pas les tournures de phrases où je dois lire 4 fois pour comprendre qu'est-ce que la personne voulait dire. Et je crois que c'était important pour moi de l'écrire de cette façon-là. Et le compte d'auteur me permet de faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Il y a toujours le risque, étant donné qu'on met de l'argent, on paye l'imprimerie, on paye les personnes qui m'ont aidé pour faire le livre. Il y a toujours un risque financier dedans que j'ai bien voulu prendre en me disant, espérons que ça roule. Mais j'ai eu un grand coup de main, en tout cas de la part des journalistes, de la part de la MBC qui est là aujourd'hui, pour faire un peu la promotion de ce livre-là. Et ça, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ça. Moi, quand je vous écoute, on va finir là-dessus, je me dis que finalement, John Berwick, c'est peut-être vous. Ah, il y a beaucoup de moi dedans. Il y a une chose que John Berwick a de moi qui est très fort, c'est la naïveté. John Berwick aime tout le monde et se méfie de personne. Et tout le monde vous aime, Pascal Lagesse. Merci beaucoup. Merci. À 10 ans, j'écrivais mes premiers poèmes. Et ensuite, ça a continué ainsi, mais j'écrivais en anglais. Après, quand j'ai rencontré M. Rengen, qui faisait la classe au Collège Royal au niveau de la SI, j'ai commencé à vraiment aimer la langue française. Et là, j'ai essayé d'écrire en français. J'envoyais des poèmes à la page littéraire de l'Express. Mais j'ai continué à écrire, mais maintenant de plus en plus roman, parce que j'ai été malade. Ensuite, au bout de ma maladie, il y a 10 ans, j'ai commencé à mettre la main à mes œuvres. Et là, j'ai pu sortir en 2015 13 maléfices, qui a été choisi par le President's Fund for Creative Writing. 13 maléfices, c'est 13 histoires. C'est pas des histoires sur les sortilèges, sur les sorcières, tout ça. C'est essentiellement des histoires sur les travers de notre société. C'est un livre qui parle aussi d'autre chose, de l'amour, de la mort. Et ensuite, 2018, j'ai mis la main dans ce roman, parce que ce roman avait débuté très, très tôt, dans les années 90. Et là, j'ai vraiment pris en main ce texte-là et je l'ai écrit. Ça m'a pris à peu près 2 ans. Je cherchais à écrire une histoire sur le communalisme. Ces personnages sont apparus dans ma tête tout seuls, par eux-mêmes, un peu avec leur histoire, eux-mêmes. Ils se sont imposés sur moi. J'ai l'habitude de dire qu'un roman, c'est pas un auteur qui écrit un roman, c'est le roman qui s'écrit à travers un auteur. Chaque histoire arrive parce on en a besoin dans la société où le roman est écrit. Parce que cette situation fait qu'il y a des œuvres qui montent. Cette situation fait qu'il y a autre chose aussi, de la peinture, de l'architecture, des inventions technologiques. Donc, un roman, une nouvelle, il s'écrit presque par soi-même. Donc, ils se sont imposés sur moi. Et l'histoire s'est construite petit à petit. Je voulais au départ faire une histoire comme ça, mais l'histoire a pris aussi une autre dimension. Il n'y avait pas que ça. Et là, j'ai poursuivi le thème du pouvoir chez Nalini et le thème de l'homme fort mais faible. Il est fort par son talent, il est fort parce qu'il brille dans le monde du journalisme, mais il a gardé en lui
cette Nalini qu'il a perdue pendant son adolescence. Il l'a gardée comme une flamme à l'intérieur de lui, une flamme qui ne s'éteint jamais, mais qui ne cesse jamais de le faire souffrir. C'est comme ça qu'est venue la genèse de ce roman. J'avais besoin d'une femme forte et ce nom-là s'est imposé à moi. Parce que je lisais, je faisais des recherches et j'ai trouvé que une des avatars de Draupadi dans le Mahabharata était Nalini. Et elle avait la même force de caractère que Draupadi. Et là, je me suis dit, je veux ce nom-là. Ce nom qui sonne aussi très bien. Hein. Donc ce roman a un titre qui est évocateur, un peu évocateur religieux, mais aussi, moi je pense que ce titre accroche le lecteur. Abélard et Nalini, Abélard est un philosophe chrétien qui avait en ce temps refusé de garder le célibat parce qu'il appartenait à une organisation religieuse et il était supposé ne pas se marier, mais il était amoureux d'une femme dans un couvent. Et il se rebelle parce que ces gens-là avaient le pouvoir de le détruire s'il n'obéissait pas. Mais il se rebelle quand même et il prend la femme, il l'enlève et il la porte chez lui. Et ensuite, il écrit sur la religion et il dénonce cet travers de la société et de la religion officielle. Ça, c'est Abélard. Abélard est journaliste chez moi. Hein. Abélard est philosophe. Et Nalini, je voulais une femme très forte parce qu'elle allait abandonner son amour pour Abélard, pour aller poursuivre, pour aller trouver d'abord sa légitimité, mais elle revendique sa place dans la famille de son père, qui est un homme faible, qui ne peut pas tenir tête avec sa mère. Elle entre dans la maison de son père en épousant le neveu de son père. Et elle part à partir de là pour devenir Premier ministre. La maman de Nalini est la maîtresse d'un homme riche qui ne s'est jamais marié. Donc on n'a jamais accepté son entrée dans la famille. Donc elle est illégitime, mais elle veut sa légitimité. Elle revendique sa légitimité. Elle et Abélard se connaissent depuis très tôt, depuis qu'ils sont enfants. Ils ont joué ensemble, ils ont grandi ensemble et à l'adolescence, ils se sont aimés d'un amour très fort. Okay? Mais lorsque elle grandit, elle veut sa légitimité, elle veut entrer dans sa famille. Alors là, il y a ce neveu, ce cousin qui la pourchasse. Elle accepte de l'épouser pour rentrer dans sa famille. Et le cousin, c'est un jeune homme très gâté qui roule à 120 à 150 km à l'heure pour montrer sa colère. Il finit par faire un accident, il se retrouve à l'hôpital et il impose sa volonté à sa famille. Il dira « je ne m'arrêterai plus tant que je n'épouse pas Nalini ». Donc, elle se marie et à partir de là, elle rencontre un personnage qui est le grand-père du garçon, qui va changer toute la direction du roman. Et pourquoi aussi cette histoire? Parce que le monde littéraire, comme le monde en entier, est entré de plein pied et a même dépassé un peu maintenant la notion du postmodernisme. Alors, à chaque époque, on écrit différemment. Chaque société se projette dans l'art différemment. Le modernisme a beaucoup promis au monde, avec l'avènement de l'électricité, de la voiture, du cinéma, du téléphone, de l'avion. Donc c'était un siècle qui promettait beaucoup. Mais à mesure qu'on avançait dans le siècle, c'était déception après déception. La Première Guerre mondiale,
le crash financier, la Deuxième Guerre mondiale. On est allé de mal en pis. De sorte que les gens maintenant désillusionnés ont abandonné le sens du bien commun. Maintenant, les gens se disent, OK, il n'y a plus d'idéologie, on ne va plus derrière une idée, une idéologie. Je vis ma vie par rapport à moi, je cherche mon avantage, je cherche à me faire plaisir moi. De ce fait, le roman aussi a changé. Maintenant, le roman devient ce qu'on appelle le roman postmoderne. L'histoire de chacun est dite séparément dans un roman. Il y a 3 voix dans ce roman. Il y a Nalini, il y a Sylvie et il y a Abélard. Chacun, en quelque sorte, raconte son histoire. Abélard ne raconte rien. C'est Sylvie qui raconte pour lui. Mais il intervient par ses écrits qui paraissent dans le livre, ses poèmes, ses nouvelles, etc., qui paraissent dans le livre. Il a son mot à dire. Sylvie, pareil, elle raconte son histoire. Elle est la narratrice principale. Et puis, il y a Nalini, qui est égale à Sylvie dans la narration de sa vie. Et dans une perspective postmoderne, on a aussi comme si on ne respecte plus les genres. Dans ce livre, il y a aussi des chansons, des textes poétiques, des poèmes, des nouvelles qui sont d'un autre genre. On parle aussi de la peinture, de la sculpture. Donc il y a plusieurs genres dans le roman. J'ai encore 3 projets sur lesquels je travaille. Un s'appelle Pleuvoir. Je commence à entrer dans la tête des gens. Un personnage qui souffre d'un problème psychiatrique. C'est-à-dire qu'il lui arrive de commencer à vivre un moment passé, à le vivre au présent. Après Pleuvoir, je suis déjà en train de travailler sur un roman qui s'appelle Étranger. Un couple qui se retrouve après un certain nombre d'années ensemble, qui, du point de vue de l'homme, devenus étrangers l'un à l'autre. C'est mon grand thème préféré, la solitude. Et le 3e projet, je suis en train de le faire, un nouveau recueil de nouvelles. Mais cette fois-ci, pas de communalisme, rien, mais surtout ce qui est émotionnel. Des romans émotionnels où, encore une fois, on retrouve le thème de la solitude. Et au bout de ces publications, j'ai aussi publié, et par une nouvelle dans le magazine Côte-Nord, magazine touristique, une nouvelle qui s'intitule Le marchand de rêve, qui est l'histoire de mon papa.